Je m'appelle Emilia Tamko, je suis la cofondatrice de l'Université dans la Nature. Alors, l'Université dans la Nature, c'est une organisation à but non lucratif que j'ai créée avec mon conjoint en 2014. Et la mission de cette organisation, c'était tout simplement de rassembler tout ce qui existait en termes de découvertes scientifiques sur l'impact bénéfique de la nature sur la santé des êtres humains. Et là, je parle de la santé mentale, de la santé physique. Ça va aussi loin que le développement cognitif des enfants, le lien social, comment on peut aussi réduire la criminalité en implantant davantage d'espaces verts dans un territoire. Donc, en fait, c'est un rayon vraiment passionnant qui m'est tombé dessus parce qu'initialement, en fait, je travaillais davantage dans le milieu culturel avec mon conjoint, j'étais sa gérante. Et lui, c'est un ancien avocat dans le milieu du show business qui est devenu écrivain et qui enseigne aussi aux artistes. Et en fait, c'est durant la rédaction d'un de ses livres qui s'appelle La Voix du chagrin d'amour qu'il a revisité une période de sa vie durant laquelle eh bien, il a été confronté à une sévère dépression et a eu le réflexe d'aller dans la nature, s'installer pendant plusieurs mois, dans un état vraiment très grave. Et puis, il en est ressorti plusieurs mois après avec, en fait, une vitalité nouvelle. Et durant le livre, donc l'écriture du livre, on s'est tout simplement demandé, mais qu'est-ce qui s'est produit? Comment se fait-il que tu sois passé, donc son nom est Hubert Mention, comment se fait-il que tu sois passé d'un état où tu te sentais vraiment pas bien au niveau psychologique à un état où tu avais envie de refaire ta vie et d'aller de l'avant avec d'autres projets? Et donc, c'est là où on est tombé sur ces études et on a vraiment été surpris de voir à quel point la science arrivait à mesurer ces impacts au niveau hormonal, au niveau du stress. Et donc, c'est ce qui nous a donné envie de pouvoir le disséminer dans toute la société civile, parce que si vous aussi, vous vous baladez dans la rue et vous regardez les écoles telles qu'elles sont construites, ça n'est que du béton. Dans les hôpitaux, vous voyez très rarement des espaces verts. Ça arrive de plus en plus, mais en tout cas, en 2014, c'était encore très, très précurseur. Donc, on s'est dit, mais il faut absolument amener tous ces savoirs dans la société civile pour les enfants, pour les personnes vulnérables. Ça s'est d'ailleurs confirmé avec la pandémie. Donc, c'est comme ça que l'Université dans la Nature, on a commencé à rassembler toutes ces études. Et puis, par la suite, on s'est rendu compte que ça n'était pas suffisant de tout simplement bénéficier d'une bibliographie scientifique. Il fallait trouver les moyens de les transformer en méthodes applicables dans les écoles, dans les hôpitaux. Et donc, c'est là qu'on a commencé à monter des programmes. On s'est associé, par exemple, et ce sont quand même certaines réussites dont on est très fiers aujourd'hui. On s'est associé avec le Centre d'expertise en santé mentale de l'Université de Sherbrooke, donc au Québec. Et on a monté un programme qui s'appelle Hors Piste et qui permet aux étudiants de l'école secondaire d'avoir accès à ces savoirs à travers un parcours qu'ils font dans la nature, où en même temps qu'on s'intéresse aux différents sens, donc les 5 sens, et de leur lien avec la manière dont on connecte mieux avec la nature, à travers la vue, à travers le toucher, à travers l'ouïe, bien, c'était donc de leur faire part de ces recherches, tout en leur permettant de faire des exercices en immersion dans la forêt. Et on le sait, puisqu'on l'a fait mesurer par l'Université de McGill à travers une étude qui a été publiée en mai dernier, qu'il y a un réel impact de la nature sur le stress quand on prend le temps d'y aller, surtout dans la forêt. Donc, on a fait ce programme. On a également travaillé, et on travaille encore d'ailleurs avec un centre en pédagogie, en recherche, en pédagogie en Italie. Surtout avec des enfants qui sont situés dans des milieux défavorisés, donc aux abords d'une autoroute ou d'un aéroport, par exemple, qui vivent vraiment dans le béton. Ben là aussi, on a proposé un programme pour ces écoles. On forme des enseignants aux impacts de la nature. On forme aussi des cadres dans les entreprises qui veulent amener ça dans leur organisation pour résoudre les problématiques de stress. On fait ça également, on sensibilise le milieu médical. On est en train de créer des formations à destination d'intervenants sociaux qui, comme vous le savez, des psychologues ou alors des gens qui interviennent auprès des itinérants ou interviennent auprès des femmes qui ont subi des violences conjugales, de voir de quelle manière on peut utiliser la nature pour leur permettre de résoudre, de diminuer les impacts du stress que toutes ces situations ont pu causer dans leur vie. Donc, on est très heureux d'avoir avancé sur cette voie-là. On a ouvert une antenne au Luxembourg parce qu'en Europe, suite à la pandémie, on a eu extrêmement
on a eu énormément de demandes qui allaient dans le sens d'en savoir plus sur ce que la nature peut faire pour la santé. Donc, on est vraiment dans un moment dans le monde là 2020-2021 avec la pandémie qui nous a frappés, il est évident et qui a fait augmenter les problématiques de santé psychologique. Eh bien, on est vraiment dans un moment charnière où on peut faire en sorte de vivre une vie moderne, mais très connectée à la nature, parce qu'on a été fait par la nature et pour la nature. Donc, c'est normal de pouvoir s'y reconnecter, surtout quand on vit dans les milieux urbains. Alors, c'est fou parce que si je vous parle de mon parcours et qui pourrait faire le lien ensuite avec ce que je fais aujourd'hui, eh bien, je vous ramènerai à mon enfance. Mon parcours, en fait, c'est un départ dans des milieux défavorisés. Et ça marque. En fait, ça marque énormément. Moi, la manière dont ça m'a marqué, c'est que je me souviens d'avoir eu accès à 2 sapins, 3 arbres à l'arrière de mon bloc. Et puis surtout, il fallait se battre pour pouvoir jouer dans ces espaces verts. Le peu d'espaces verts qu'on avait autour de nous, eh bien, en France, ça l'est encore aujourd'hui, c'était interdit aux gens. Les gens qui avaient des chiens pouvaient emmener leurs chiens dans ces espaces verts, les promener, mais les enfants, on leur demandait d'aller jouer dans un espèce d'endroit sablonneux. Les espaces verts n'étaient pas réservés pour eux. Et en plus, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est que non seulement on se faisait fortement engueuler, excusez-moi du terme, mais j'en vois pas d'autres, lorsqu'on allait jouer dans ces espaces verts. Mais en plus, il y avait aussi beaucoup de racisme parce qu'on nous disait, rentre dans ton pays, espèce de petit singe, ce genre de choses. Et quand je dis nous, je parle vraiment des enfants qui vivaient dans ce quartier, qui sont issus de l'immigration. Et donc, c'était très dur. Moi, j'ai cette connotation, aller dans la nature, enfant, c'était se battre pour y aller. C'était pas nécessairement accessible, mais en même temps, c'était un refuge parce que j'y allais avec mon petit bout de carton que je mettais sur 2 branches en haut du sapin. Et puis, c'était un endroit où je pouvais rêver, où je pouvais me dire, bon, je vais devenir la présidente du Cameroun, comme mon père me le répétait parfois. Je vais devenir cette grande avocate que je vois dans les séries télévisées. Donc, moi, c'est vraiment mon départ dans la vie et c'est le départ de ma relation avec la nature. C'était ces moments-là. Par la suite, ce qui m'a le plus mobilisée, c'était de sortir de ce milieu-là, sortir des sirènes de police, sortir des seringues qu'on trouvait sur le sol. J'avais un sentiment de profonde injustice et j'ai eu la chance d'avoir une mère extraordinaire qui nous a toujours poussés vers les études. Et donc, elle m'a poussée à faire des études de droit et de les pousser le plus loin possible. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai pu atterrir à l'université de la Sorbonne. J'ai fait mon droit, j'ai un baccalauréat en droit des affaires, mais là encore, je dois dire que ça a été très difficile pour moi de me dire qu'il fallait que je me rende encore plus loin dans ce monde-là, parce que j'allais étudier à la Sorbonne dans les beaux quartiers de Paris, puis le soir, je rentrais dans mes quartiers et je voyais qu'il y avait une différence. Je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Donc moi, ce qui m'a le plus motivée, c'était d'aller dans le monde et d'essayer de trouver la manière de déjà me sortir de mon milieu, puis aussi d'essayer de trouver le moyen de réduire les inégalités d'une manière ou d'une autre, parce que je n'y croyais pas sur les bancs de l'université. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Je suis allée voyager en Angleterre, j'ai vu un peu un autre système. J'ai eu mon fils à l'âge de 28 ans. Et quand il a eu 2 ans, je me suis dit, comme je vivais encore dans la banlieue de Paris, je me suis dit, il faut absolument que je trouve un endroit dans lequel je vais pouvoir l'élever sans qu'il soit confronté à la fois au racisme et aux difficultés qui venaient du fait qu'on vivait dans un endroit qui était considéré comme le ghetto. Et c'est là où le projet de venir m'installer au Québec est arrivé. Et je suis partie m'installer à Montréal avec lui. Et je pense que c'est une des plus belles décisions que j'ai pu prendre de ma vie. Aujourd'hui, mon fils a 18 ans et il est très épanoui, très heureux. Et donc, j'ai rencontré mon mari, donc Hubert Mention, avec lequel j'ai beaucoup travaillé initialement dans le milieu culturel, puisqu'il était avocat dans le milieu du show business. Il a enseigné, il écrivait des livres, donc j'étais sa gérante. Et quand est venu, à un moment donné, on avait comme fait le tour de toutes ces activités dans le milieu culturel. Et puis, j'étais toujours habitée par cette envie de revenir sur ces questions d'inégalité sociale. Et quand, donc, durant l'écriture d'un de ses livres, on a revisité son histoire et on est tombé sur ses études scientifiques, moi, ça
fait tilt et je me suis dit, surtout en regardant les études sur le développement cognitif des enfants, sur la manière dont on peut réduire la criminalité en ajoutant plus d'espaces verts, moi qui ai grandi dans des endroits bétonnés, ben, ça a fait tilt tout simplement et je me suis dit, ben, là est peut-être la voie que je peux utiliser. Aussi parce qu'au Québec, en vivant au Québec, j'ai eu accès à la nature, j'ai appris la nature en vivant au Canada de manière générale, parce que moi, la nature, c'était juste le National Geographic, c'est la BBC, les documentaires, mais en vivant aussi dans un endroit où la culture est très imprégnée de la vie dans la nature, mais tout ça m'a complètement transformée. Et quand l'Université dans la nature est arrivée en termes d'idées, bien moi, ça a été naturel de vouloir m'impliquer là-dedans, mais surtout d'amener ce focus sur les inégalités et faire en sorte que il y ait un accès vraiment universel aux personnes vulnérables qui ont qui ont des revenus plus faibles que les autres, qui ont des handicaps, qu'on n'oublie personne dans cet accès à la nature. Ben donc, l'Université dans la nature, ça fait quand même depuis 2014 qu'on a commencé ce travail qui a pris de l'ampleur avec la pandémie qu'on a tous vécu et durant laquelle on s'est quand même aperçu que il y avait des inégalités au niveau de l'accès à des espaces verts. Hein. Il y a eu ceux qui ont eu la chance de pouvoir aller dans un chalet ou de pouvoir avoir accès à de grands parcs nationaux. Puis il y en a d'autres qui n'avaient pas grand-chose ou des parcs mal entretenus, comme moi. Il y en a certains à Montréal, dans le quartier où je vis. Donc, tout ça, la pandémie, je dois dire que ça a aussi été un déclencheur. Ça m'a fait réfléchir. Et ça m'a surtout affectée parce qu'on a vu qui avait été le plus touché par la maladie, par le virus. Ce sont des personnes qui sont en milieu défavorisé, des personnes qui sont exposées comme moi dans l'Est de Montréal où je vis. C'est un quartier qui a eu une forte histoire industrielle. C'est le quartier Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. L'espérance de vie est de 9 ans inférieure à la moyenne de Montréal. On peut prévoir on peut prévoir en fait le type même de maladie auquel les gens vont être exposés plus tard parce qu'il y a la présence de benzène qui est liée quand même à l'exploitation pétrolière, donc qui engendre des maladies chroniques du système respiratoire, donc en plus forte proportion dans ces quartiers-là. Donc tout ça m'a vraiment fait me dire, mais à chaque fois qu'on a fait des programmes avec l'Université dans la nature, on s'est heurté aux politiques. On s'est heurté, si on pouvait davantage répandre ces programmes, eh bien, ça ne pouvait se faire qu'avec le levier politique. Et moi, ça m'a motivée à passer de l'autre côté, en tout cas à faire un saut en politique municipale. Donc, je me présente cette année en novembre. Il y a des élections municipales donc à Montréal, donc je me présente pour devenir conseillère de ville dans le district dans lequel je vis, qui s'appelle Maisonneuve-Longue-Pointe, et je me présente avec une formation qui s'appelle Ensemble Montréal. Et en fait, pour moi, c'est complètement naturel, c'est le prolongement de mon engagement avec l'Université dans la nature, parce que là, je vois un espoir et une possibilité de pouvoir justement, avec un gouvernement de proximité, commencer à regarder de quelle manière on peut enfin s'attaquer aux inégalités sociales qui conduisent à ce que les gens, par la suite, ne puissent pas profiter pleinement de la nature. Je vous donne un exemple. J'étais dans un taxi hier et je parlais donc au conducteur de taxi qui est d'origine haïtienne et je lui pose la question, est-ce que tu vas dans les parcs? Est-ce que tu profites un peu on passait à côté d'un parc justement, donc est-ce que tu en profites un peu? Il me dit non, j'ai pas le temps. Moi, les shifts que je réalise avec mon taxi, ça m'amène pas assez. Donc, je suis obligée de travailler tout le temps. J'aimerais bien y aller avec mes enfants, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de pouvoir prendre une marche, jouer au baseball. Je peux pas. Et puis, ça m'a aussi fait penser à ma mère. Ma mère nous a élevé 5 enfants. Aujourd'hui, par exemple, je pense aux mères monoparentales. Aujourd'hui, acheter une ampoule LED, par exemple, une ampoule qui permettrait de consommer moins d'énergie, ben, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Une mère monoparentale, elle, $15 pour une ampoule LED, ça veut dire amputer son budget pour la nourriture, amputer son budget peut-être pour le logement. Donc moi, tout ça, ça me fait vraiment prendre conscience que oui, il y a un besoin, on entend parler de la transition écologique, il faut aller vers ça, mais il y a aussi une réalité qui fait qu'il y a des bloquants réels. C'est pas un manque d'envie de participer à cette transition écologique qui existe, mais il y a des bloquants réels qui touchent une partie de la population et qui fait que il faut qu'ils se concentrent sur leur survie, il faut qu'ils se concentrent sur une qualité de vie. Et puis, il y a aussi des bloquants qui existent dans le milieu, on va dire le milieu corporatif.
on a tendance à diaboliser les entreprises, mais il y a des gens de très bonne volonté qui veulent aussi faire en sorte que leur organisation s'arrime avec des valeurs qui respectent davantage la nature et l'humain. Mais comment le faire dans un système dans lequel on est depuis plus d'une centaine d'années? Comment le faire? Comment le faire? Il y a une volonté de le faire, mais il y a des bloquants réels. Il y a des bloquants dans le milieu médical, il y a des bloquants dans le milieu académique. Donc moi, c'est ça en fait. Le saut en politique, c'est que très naturellement, avec l'Université dans la nature, on s'est toujours intéressé aux bloquants qu'il y avait et qui empêchaient cette connexion des gens à la nature, des organisations à la nature. Et là, j'ai l'impression que c'est le même travail qui va se faire, qui peut se faire cette fois au niveau politique, en ayant la possibilité de parler à tout le monde, parce qu'un élu, c'est un élu pour toute une population, toutes les parties prenantes d'une population. On doit être un élu pour toutes les parties prenantes de la société. Et c'est un peu ça, transcender maintenant les divisions, transcender la partisanerie et faire en sorte que ces enjeux soient vraiment des enjeux que tout le monde s'approprie. Et donc, avec le travail que j'ai effectué pour l'Université dans la nature, eh bien, le chef du parti qui, durant les élections, donc, se présente à la mairie de Montréal, m'a nommé porte-parole en environnement. Donc, si je suis élue, je croise les doigts, eh bien, je serai en charge de la question environnement à la ville de Montréal. Et donc, c'est quelque chose qui est toute une responsabilité, mais qui, pour moi, est aussi une formidable opportunité d'intégrer le social et de faire en sorte, justement, que cette question d'environnement, on l'élargisse. On l'élargisse et on fasse en sorte que tout le monde se l'approprie, que ce soit les entreprises, encore une fois, que ce soit tous les milieux, qu'on n'oublie personne.